Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Saint-Étienne. Merci. Mais vous connaissez Saint-Étienne déjà? Oui, je connais Saint-Étienne, oui. J'ai grandi. Je n'y habite plus depuis un moment, mais enfin, je connais bien. Bon, vous faites des livres, mais vous ne faites pas que des livres à côté. J'ai vu que vous travaillez dans un autre domaine. Bon, les livres, pourquoi les livres? Pourquoi Saint-Étienne? La nostalgie? Alors, cette histoire, moi, je l'ai écrite notamment parce que j'ai retrouvé une correspondance d'amour entre mes deux grands-parents qu'ils ont entretenue durant la Seconde Guerre mondiale. Puisque mon grand-père était prisonnier de guerre pendant 5 ans. Et du coup, il avait une correspondance régulière avec sa femme qui était à Saint-Étienne, ma grand-mère. J'ai retrouvé cette correspondance et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire une fiction qui se passe à Saint-Étienne. Pas trop dur à écrire? Vous avez retrouvé les lieux, vous êtes allé sur les lieux, vous êtes... Je l'ai écrite à distance, j'étais pas sur Saint-Étienne au moment où je l'ai écrite. Par contre, j'étais complètement plongée dans ces lettres-là qui évoquaient surtout la vie de mon grand-père en tant que prisonnier de guerre, mais qui évoquaient par bribes la vie de ma grand-mère à Saint-Étienne. J'avais en fait que la correspondance, que les lettres qui étaient écrites par mon grand-père qui parvenaient à ma grand-mère. Je n'ai pas à retrouver les autres lettres, on n'a pas retrouvé les autres lettres. Donc j'ai écrit sur ce que je n'avais pas. Alors je me suis documentée sur la vie à Saint-Étienne pour les femmes et les enfants notamment. Voilà. Non, c'était pas nostalgique, c'était passionnant. Et vous vous êtes retrouvé dedans, dans Saint-Étienne, dans la vie de Saint-Étienne à cette époque, dans la vie de vos grands-parents? J'ai découvert Saint-Étienne à cette époque-là, puisque moi je suis née bien plus tard et que je ne pouvais que l'imaginer, quoi. Mais du coup, en replongeant dans les archives, après je me suis documentée, replongée dans les archives, dans les images, dans d'autres récits, dans d'autres témoignages. Oui, ça m'a permis de voyager dans le temps. Voilà. Donc vous êtes publié donc, aux Presses de la Cité. Ouais. Voilà. Et donc, il vient juste de sortir. Il vient de sortir et on vous souhaite plein de belles choses. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour Quentin Jaffray, le régional de l'étape. C'est ça. On dirait de la Fédile de Saint-Étienne. Bon, nous on te connaît déjà, tu avais fait le Gaga de Saint-Étienne en 3 tomes. 5 tomes, j'en ai oublié 2, avec Philippe Ayagnan, notre ami. Aujourd'hui, tu ressors un autre livre qui s'appelle Le Dico des Matrus. Le Dico Gaga des Matrus. Le Dico Gaga des Matrus. Voilà, nous on connaît bien le mot Gaga avec mon ami Gilles. Bon, quelle idée? Alors, pourquoi faire un livre pour les jeunes? C'est un autre public? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est vrai que le gaga, c'est souvent quelque chose qui va parler aux plus anciens, aux plus vieux, et on s'est dit que ce serait bien d'adapter ça pour les plus jeunes, parce que les grands-parents, même les parents, ils ont envie de partager avec leurs enfants, ils ont envie de partager ce patrimoine, ce langage. Après, il y a beaucoup d'enfants qui parlent déjà le gaga sans le savoir. Et sans le savoir. Et ouais, il y a eu les scolaires qui sont venus vendredi et ils me demandaient alors c'est quoi ton livre? Je disais c'est le Dico Gaga des Matrus. Ils me disaient mais c'est quoi le gaga? Je ne savais pas ce que c'était. Je dis vous savez ce que c'est un bavet? Bah ouais, une pomme de pain. Bah voilà, c'est du gaga. Voilà, on a fait ce livre pour ça. Donc une belle rencontre. Ouais, c'est chouette. Des belles rencontres. Ouais. Est-ce qu'il y a des mots que tu as découverts? Moi, il y en a plein. Forcément, parce que le gaga, il faut dire ce qui est, c'est quand même une langue qui se perd aujourd'hui. Il y a quand même des expressions qui sont bien ancrées à Saint-Étienne. On a des tournures de phrases, on a des... Se mettre en caisse. Se mettre en caisse, voilà, il y a des mots comme ça qu'on ne perd pas, même des baroulés, des mots qu'on dit encore comme ça. Ceux-là, ils vont bien rester, je pense, encore un moment. Mais il y a des expressions que nos grands-parents utilisaient, que nous, on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Et ceux-là, je les ai redécouverts. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un renouvellement sur le terme gaga, sur les mots gaga. C'est de plus en plus d'actualité, une sorte d'identification. Un peu partout, quand on regarde la presse, on lit la presse, on écoute les émissions de radio, ça devient la mode. Ouais. C'est pas faux, parce que c'est vrai que les gens aiment, il y a le côté chauvin qui fonctionne un peu là-dessus. Les gens aiment avoir une identité locale. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où on avait presque tendance à gommer ce truc de gaga, à vouloir s'en débarrasser, une image négative. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de jeunes avec des t-shirts avec écrit Bossaigne ou des mots comme ça, typiquement stéphanois, quoi. Tu nous disais en aparté que petite apparition télé avec une personnalité qui a un lien avec Saint-Étienne aussi, si je me souviens bien aussi. Je te remercie ça. Oui, je crois que c'est son beau-frère ou sa belle-sœur, je ne sais plus quoi, qui vit à Saint-Étienne. Ouais, c'est possible.
Ouais, ça, c'est un scoop que je dis, parce que personne ne sait qu'il y a de la famille de Tom Sisley qui vit à Saint-Étienne. Ouais, dans... comment ça s'appelle cette émission? Redécouvrir l'histoire et quelque chose comme ça. Histoire de France, un truc comme ça, et je fais l'épisode sur Henri IV. Donc voilà, ça sera diffusé à la fin du mois, mais c'est déjà disponible en replay. Donc si vous voulez me voir faire un gueux du XVIe siècle. Et comment on arrive là dans cette émission? C'est des connaissances? Je suis comédien à la base, donc je tourne dans plein de trucs. Justement, moi, j'ai une question. Est-ce que le présentateur, il est incrusté ou alors il était là quand vous tourniez? Alors non, il était là quand on tournait. Enfin, je le sais parce que j'ai discuté avec les comédiens qui étaient là sur le plateau. Moi, le jour où j'ai tourné, il n'y était pas. Mais sinon, il est là. Il est incrusté dans les scènes et c'est bluffant. Hein. Non, mais il était vraiment sur les scènes. Je me demande des moments si c'est une incruste ou si... Après, ils ont peut-être fait des incrustes par moment, mais sinon, il était présent. Et pour revenir au Gaga, est-ce qu'il y a des expressions qui n'ont pas d'explication? Ah non, il y a forcément une explication, mais c'est-à-dire... Il y a des fois des mots Gaga qu'on voit et on n'arrive pas à savoir quelle est l'origine. Si on dit 8 jours sous une benne, on sait tout de suite que c'est dans la mine. Ouais, c'est lié à la mine. Mais après, il y a des expressions qu'on découvre et on se dit, mais ça veut dire quoi? Je pense que ça a été aussi déformé avec le temps. Après, il y a toujours une origine. Les mots, ils sont pas gratuits, ils ont toujours une utilisation, souvent liée au quotidien. C'est vrai qu'à Saint-Étienne, on a beaucoup de mots qui sont liés au patrimoine du travail, en fait. Comme 8 jours sous une benne, en l'occurrence. Mais il y a toujours une origine. Après, il y a peut-être des origines qui se perdent un peu. Et est-ce qu'on sait l'origine du mot Gaga, justement, ça veut dire quoi, Gaga? Gaga, ouais, il y a une explication. La plus probable, c'est que en fait les Stéphanois étaient surnommés les Gagas par les localités environnantes, le Chambon, Saint-Chamond, tout ça, etc. Parce que les Stéphanois, dans leur patois, accentuaient encore plus les A. Les A, c'était des O. Et on les a surnommés les Gagas, en fait. C'est une des explications. T'as vu comme c'était simple? Contrairement aux gens de Saint-Chamond qui couraient après les chats. Et courent mieux. Merci Quentin, merci. Plaisir. Belle vente. Merci. Et bon tournage, hein. Et bonne imitation. Et puis bien le bonjour à Philippe. Bonjour Sophie Desvry, bienvenue à Saint-Étienne. Bonjour. Première fois, je crois que vous êtes venue à Saint-Étienne pour la fête du livre. Non, c'est la deuxième fois. Et je suis venue à Saint-Étienne en tant que résidente. J'ai une histoire avec Saint-Étienne, moi c'est une ville que j'aime beaucoup. Je suis très amie avec le libraire qui m'accueille. Non, je suis très heureuse d'être ici. Bon, ce livre-là, il marche. Fantastique histoire d'amour. Premier roman, prix du roman France Télévisions, prix du livre France Bleu, page des libraires. Bon, vous êtes super heureuse avec tous ces prix. Oui, ça marche bien. En fait, je suis contente parce que c'est mon 8e roman, mon 7e roman, mais 9e livre, bon. Mais je voulais faire un roman populaire, un roman un roman qu'on dévore, qu'on ne lâche pas. Et du coup, oui. Et c'est le cas, voilà, c'est le cas. Alors que bon, j'ai fait d'autres romans comme La Condition pavillonnaire, où le but c'était pas ça, c'était un but plus métaphysique ou plus réflexif. Et là, le but était un peu qu'en effet, il se répond comme une traînée de poudre. Et là, c'est vrai que c'est sympa que ça tienne son. Bon, on suit cette histoire d'amour. J'ai lu le livre, mais ils mettent du temps pour se rencontrer, pour se retrouver. On va pas dévoiler le livre, oui, mais vous pouvez durer le plaisir. Oui, vous savez, une histoire d'amour, il faut distiller le suspense, la tension, pour que le lecteur, il attende, il ait un petit peu de pièces à ronger. Et en même temps, il ne faut pas lui donner un baiser d'amour dès la 3e page, sinon le plaisir d'attente fait partie de l'amour, en fait, comme dans l'amour. Du coup, oui, c'est un bouquin qui fait 500-600 pages. Et il est long à lire. Et la deuxième partie, mais passionnant. Voilà, mais dans la deuxième partie, il y a vraiment les choses qui sont mises en place et qui sont accrochées. Mais ils se croisent plusieurs fois, vous remarquerez. Mais c'est vrai, je ne le dévoile pas. Hein. Ils se croisent. Donc Bastien et Maya ils se croisent et puis après, ils ont un lieu, ils se disent, ils se suivent dans la recherche. Il y a surtout une histoire, une histoire de vie. On va pas tout dévoiler, mais le livre passionnant. Et d'autres livres en perspective, en écriture? Oui, je vais sortir en avril prochain quelque chose sur le confinement, mais c'est une non-fiction, c'est une étude du confinement façon kaléidoscope, de manière très, très originale, un peu rigolote même, enfin on va essayer. Et sinon, le prochain roman, pour l'instant celui-là, vous voyez, il est assez costaud, c'est un gros roman. Donc il faut faire la tournée, des salons. J'ai déjà en tête mon prochain roman, mais pas tout de suite quand même. Il faudra que vous patientez un petit peu. Et quels ont été vos souvenirs de Saint-Étienne, votre résidence? Moi j'avais beaucoup aimé Saint-Étienne, puisque je trouvais que c'était comme toute ville moyenne, on est beaucoup plus tranquille qu'à Lyon.
les gens sont plus accueillants. Vous êtes venu, vous avez quitté la banlieue pour venir à Saint-Étienne. Vous êtes allé voir les matchs de foot, non? Non, mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait pas mal de concerts. Je crois que la scène culturelle, elle est... Avec la comédie, tout à fait, le film. Ça vous sert dans votre inspiration? Non, mais moi j'aimerais bien une fois en fait faire quelque chose qui se passe à Saint-Étienne parce que je trouve que c'est manipulable facilement. Mais je voudrais pas dire des bêtises. Mais je trouve que c'est une ville très humaine et comme moi c'est la matière humaine, c'est les humains qui m'intéressent. En fait, je trouve c'est quelque chose qui me plairait bien. Donc il y a Lyon, il y a le budget, il y a des choses qui se passent en Allemagne. Et en général dans mes bouquins, j'aime pas faire des choses qui se passent dans des endroits où tout le monde passe. C'est des lieux où vous avez rencontré, vous êtes allé, vous connaissez. Des lieux où on va et des lieux qui ne sont pas forcément hyper romanesques ni hyper connus, quoi. Quand on fait un livre de plus de 500 pages, on met combien de temps pour écrire tout ça? J'ai mis 2 ans et demi à l'écrire. Est-ce qu'il y a un long temps de correction, j'allais dire? Oui, alors moins sur celui-là que sur d'autres. Il y a des fois où vraiment la moitié du temps c'est la relecture. Celui-là, j'ai mis beaucoup de temps à écrire la première partie, 300 premières pages. Et je l'avais écrit 700, il n'y en a plus que 250. C'est les 10 dernières qui vous ont fait batailler? Et donc au début vraiment j'ai dû beaucoup couper, relire et couper. Mais les 300 dernières, le premier jet était quand même assez bon. Et j'ai eu moins à retravailler comme des fois ça peut être l'enfer. Mais oui, écrire c'est toujours réécrire. Ça c'est vraiment, si on ne va pas réécrire et réécrire 10 fois, c'est pas la peine de faire ce métier. C'est très ingrat pour ça. Merci à vous Sophie. Merci. Bonne dédicace à Saint-Étienne. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Somalo, nous sommes en direct de la Fête des livres de Saint-Étienne. Bienvenue. Vous étiez concurrent du prix Charles Braya. Vous n'avez pas gagné. Vous me disiez que vous avez vu vous étiez finaliste d'autres prix littéraires. C'est ça, oui, le prix Balzac à Tours, le prix Europe GMF, le prix RTL Lire. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre livre a plu au comité de lecture. Très bonne presse. Très bonne presse. Bon, c'est Antoine. Cette quête de vie, ce changement de vie, étonnant. Il quitte tout pour refaire une nouvelle vie, une nouvelle quête. Oui, c'est un type qui pense ne pas avoir tout réussi de sa vie. Il ne lui reste pas là longtemps pour se rattraper. Et voilà, il va tout changer. Il va essayer d'être l'homme qu'il n'a jamais été parce qu'il pense qu'il n'a pas été un type bien. Oui. Il avait une vie familiale compliquée. Il refait sa vie. Il trouve de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés. Il retrouve une jeune fille. Cette quête, c'est peut-être la vie que vous idéalisez ou c'est une vie que vous aurez aimé avoir ou c'est complètement... En tout cas, c'est une vie de partage, c'est une vie pour donner aux autres parce que la communauté, pour moi, c'est important. On ne se fait pas tout seul. Ouais. Et c'est un type qui a vécu tout seul, qui a vécu un peu égoïstement et là, il doit se rattraper. Donc oui, il va redonner aux autres tout ce qu'il n'a jamais donné de sa vie. Et ce combat pour ce lotissement, c'est étonnant. Il arrive, personne ne le connaît et il est en train de faire bouger les lignes comme jamais, quoi. Parce qu'il ose, parce qu'il est encore vivant. Dans ce quartier de Saint-Ambroise, les gens s'enterrent, les gens pensent qu'à 70 ans, ils sont sur la pente descendante, ils n'ont plus rien à faire. Lui, il pense le contraire, il pense qu'on a encore des tas de choses à faire et donc oui, il va les faire bouger. À 70 ans, on n'est pas fini. Bon, merci à vous Laurent. Merci. Et bon salon du livre à Saint-Étienne. Merci. Bonjour, Iris Lebesco, en direct de la Fête du livre de Saint-Étienne. Bienvenue. Merci. Bon, j'ai adoré le livre, c'est un sacré témoignage, bouleversant. J'imagine que vous avez dû faire des sacrées rencontres sur les fêtes du livre, ou des personnes qui vous parlent un peu comme votre témoignage de ce que vous avez vécu. Oui, bien sûr. C'est un livre où je parle authentiquement et forcément ça invite à parler authentiquement et se livrer et être un endroit de parole accueillant avec sans jugement et avec amour. Ce qu'on devrait tous être, je crois. J'ai vu que vous avez eu beaucoup de presse quand il est sorti le livre. Vos témoignages, est-ce que ça fait un peu bouger les choses, bouger les lignes avec les personnes qui vous ont fait ça? Malheureusement, les lignes elles sont impossibles à changer, elles sont trop installées et sauvegardées par le patriarcat, le pouvoir et la domination. Elles sont très difficiles à faire bouger. Voilà, donc à notre niveau, on fait tout comme on peut, mais il faudrait bien plus, il faudrait une révolution. Et donc vous avez écrit un livre. Est-ce que vous faites toujours des films, des scénarios? Vous avez des idées de scénarios, des projets de films? Ah bah oui, des idées, j'en ai beaucoup, mais c'est... Le financement, j'imagine, ce qui est le plus difficile? Non,
on ne peut pas faire mille choses à la fois. Écrire un livre, ça m'a déjà pris Beaucoup d'énergie? tout simplement du temps, de présenter le livre, de m'y consacrer. Je fais une chose à la fois. Merci à vous, Elsie Besco. Merci et bonne vente. Merci. Bonjour Alexis, Leipziger, comme on dit, c'est ça? Alexis Epsker, exactement. Bonjour. Bonjour, bon j'ai lu pour la fête du livre de Saint-Étienne d'Entre les morts, et j'ai vraiment adoré, vraiment très addictif. Comment on fait pour écrire un livre aussi addictif avec ce commissaire Ventura? Venturi. Comment on fait pour être aussi addictif? Déjà, merci du compliment, parce que c'est vraiment ce qui guide ma façon d'écrire. C'est vraiment ma volonté première de donner du rythme et que le lecteur ne s'ennuie pas. Et si je vous donnais mon secret, je serais obligé de le tuer. Ah, c'est dur, c'est dur. Bon, Julie, prix Nouvelle Voix du Polar, prix du 11e Festival Sans Nom, prix des Mordus de Frilair. Mais vous arrêtez pas, toi, avec tous ces prix. Mes livres plaisent, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas les empêcher de me donner des récompenses. Non, ça fait toujours très plaisir d'être récompensé. Et Quand on écrit un livre, on est tout seul dans son coin. Et quand il est dévoilé au public et que le public adhère, c'est la meilleure récompense. Et vous, c'était pas votre métier de départ, si j'ai bien compris. Vous avez un itinéraire de vie très particulier, très original. Oui, je suis originaire du jeu, moi, du milieu du jeu. J'étais joueur de poker, directeur de casino, animateur d'émissions de télé et de radio sur le poker. Donc c'est un virage, mais il y a quand même quelques points communs entre le polar et le poker. Le bluff? Ouais, le bluff, la manipulation, la désinformation, l'exploitation des faiblesses de l'adversaire, en l'occurrence la crédulité du lecteur. Il y a pas mal de choses à faire. Et cette nouvelle vie, est-ce qu'elle vous plaît? Oui, bien sûr. Et là, vous êtes beaucoup plus au contact du public, les salons? Parce que je le veux bien, entre guillemets. Ouais, là, je suis en salon jusqu'au début décembre. Et c'est une vraie respiration. Parce que je vous le disais au début, on est tout seul quand on écrit. Et là, c'est l'occasion de ne plus être seul et de voir, de recueillir les avis des lecteurs qui sont généralement bienveillants, donc ça fait vraiment très plaisir. Ce livre-là, d'Entre les morts, vous avez mis combien de temps pour l'écrire, à peu près? Moi, je suis pas... Moi, j'écris un livre en un mois et demi. Un mois Ouais, mais c'est assez exceptionnel. Par contre, après je le retravaille, j'ai besoin de le retravailler. Mais pour justement avoir cette impulsion, cette énergie, il faut que j'écrive très vite. Alors, je me force pas, je me chronomètre pas, mais c'est naturel. Et quitte à passer plus de temps à le corriger après... Et je lis dans le bandeau là, que vous avez rajouté, Le Mangeur d'âme actuellement au cinéma. Comment vous avez fait pour vos livres, ils arrivent au cinéma? C'est un long périple, difficile, semé d'embûches, avec une probabilité de réussite extrêmement faible, et c'est passé, voilà. Et ça va même probablement passer une deuxième fois, puisque Hurlement. Ah, génial. Et sera au tournage en début de l'année prochaine. Bon, j'imagine que vous n'avez pas pouvoir de relecture du scénario après, vous laissez le scénario, ils adaptent ou vous pouvez suivre. Vous êtes scénariste? Sur Hurlement, je suis scénariste. Ah d'accord, donc ça c'est une bonne chose. Scénariste avec la réalisatrice. Bon parfait. Et vous connaissez déjà les lieux de tournage? Alors les lieux, non, en général, c'est ce qui arrive en dernier. Ça se décide comment par rapport à un livre, là aussi, les lieux de tournage? Les lieux de tournage, c'est la production qui décide, en fonction des coûts, en fonction des subventions de région parfois. Non, je vous dis ça parce qu'à Saint-Étienne, on a une très belle région. Ouais. Ah ouais, j'en doute pas. On a des coins super sympas. Ouais, mais enfin, pour un thriller, c'est rarement les coins super sympas qu'on choisit. Ah, c'est déjà un coin un peu... On a des coins d'urbex si ça a besoin. Étrange. Et c'est surtout là, c'est plutôt le casting et qui va financer le film. Et le casting, pas de scoop? Pas encore? Je peux rien dire. Bon, merci à vous, merci. Et bonne dédicace cette semaine à Saint-Étienne. Bonjour Olivier Noack, bienvenue à Saint-Étienne, du retour à Saint-Étienne pour cette belle fête du livre. Ouais, on adore ce que vous faites, ça nous fait super plaisir. Bon, moins de monde, moins de tension comme au Quai du Polar, on a essayé de vous voir avec 3 heures de queue pour venir vous voir. Donc on a ici c'est un peu plus tranquille, mais votre livre marche de manière phénoménale. Ouais, j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit que je sortais du polar et je voulais savoir si mon lectorat allait suivre. Et en fait, mon lectorat, il me ressemble. C'est-à-dire que moi, je suis pas des histoires, je suis une plume. Et donc, si une plume, je l'aime, eh bien, elle peut me raconter n'importe quoi, je vais être curieux. Ouais. Moi, je connaissais pas. J'ai fait des études d'histoire. Cette guerre finlande contre les Russes, inconnue dans ma... Et vous avez réussi à retrouver ça, à démêler le fil, mais c'est fantastique. Ce qui est amusant, c'est que moi j'étais enquêteur de police pendant pas mal de temps et j'ai découvert une histoire qui a été effacée des manuels d'histoire. J'ai découvert une guerre qui a été effacée de l'histoire elle-même. Et pour un enquêteur, quand les choses sont effacées, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un truc. Donc je me suis mis à enquêter et j'ai découvert à l'intérieur de cette guerre un personnage incroyable qui s'appelle Simo et qui est le plus grand sniper de l'histoire de tout. Surnommé la mort blanche.
Voilà, et qui fait peur à tous ses adversaires. Ah bah, non seulement il leur fait peur, mais il est tellement invincible que les Russes vont penser qu'il est immortel, voire surnaturel. Donc il y a toute une notion comme ça de légende qui va devenir plutôt un mythe. Et dans le terme de mythe, il y a quelque chose un petit peu comme ça de surnaturel. Bon, le conflit n'a pas duré longtemps. Simo a eu quelques difficultés pendant le conflit, il a survécu. Ouais. Vous avez retrouvé des témoins, vous avez une course d'historiens, j'ai lu ça à la fin du livre, c'est phénoménal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon sac à dos et je suis allé pendant 3 mois en Finlande, parce que c'est une guerre elle a 90 ans, donc elle n'est pas encore totalement dans les archives. Il y a encore beaucoup de traces de cette guerre qui sont chez les gens, dans leurs greniers, dans leurs cartons, et c'est ça que je suis allé chercher. Donc je suis allé enquêter pendant 3 mois, j'ai traversé la Finlande de haut en bas, pour vraiment aller retrouver ces témoignages qui allaient s'oublier. Et vous êtes allé sur les lieux, vous avez retrouvé peut-être le fusil de Simo, vous avez cherché. J'aurais adoré retrouver le fusil de Simo. Le problème, c'est que les lieux actuellement, les frontières ont été redessinées. Donc la plupart des lieux de ce conflit sont en Russie. Et aujourd'hui, les relations tendues avec la Russie ont fait que j'ai pas pu aller directement sur les lieux. Mais j'ai retrouvé des fils de vétérans, j'ai parlé avec des snipers, des instructeurs de tir, des historiens, des guides de musée. J'ai vraiment, je suis allé frapper à toutes les portes pour retrouver toutes les traces et toute la compilation de cette guerre d'hiver. Quand vous avez tous les éléments, ça vous prend combien de temps pour écrire, du début à la fin? Une fois, alors, ça va dépendre. Si c'est un sujet que je connais bien, j'ai besoin de 6 mois de recherche. Si c'est un sujet vraiment que je découvre, j'ai besoin d'1 an, 1 an et demi. Et puis après, j'ai besoin d'1 an d'écriture. Donc là, pour les guerriers d'hiver, ça m'a pris 2 ans et demi. Ah, c'est énorme quand même, hein. Oui, c'est énorme, mais... Vous avez changé, vous avez arrêté votre métier d'enquêteur de police. Oui, voilà, j'ai le temps. Vous avez plus de temps. C'est le temps qu'il faut, d'après moi, pour aborder un sujet et le comprendre vraiment. On dit qu'il faut 20 000 heures sur chaque matière pour en devenir amateur. Donc là, il a fallu que je passe 20 000 heures. Aujourd'hui, on est dans une société où on est dans l'image. Est-ce que vous avez l'envie ou la prétention de voir vos œuvres transcrites en images, en téléfilm, en film, en documentaire? Alors ça arrive. J'ai un bouquin qui s'appelle Surface, qui est une enquête donc, dans des villages engloutis. Ça, c'est France 2 qui va le diffuser l'année prochaine. C'est en série, je crois. C'est en série, ouais. J'ai une autre série sur laquelle on travaille, qui est dans les brumes de Kaplan. Donc là aussi, une série pour dans 2 ans cette fois-ci. Donc oui, je sais que j'ai une écriture cinématographique. Donc voilà, la transposition de l'écrit à l'image, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et j'ai cru comprendre une bande dessinée qui se prépare pour toucher un autre lectorat. Il y a une bande dessinée incroyable qui se prépare, c'est celle de Impact. Impact, c'est la naissance du premier terroriste écologiste qui va choisir la violence. Et ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Elle va sortir en janvier et elle est magnifique. Le travail a été fait par un auteur qui s'appelle Fred Pontarolo et qui a fait 1984 déjà en bande dessinée. Et vraiment, c'est plus qu'un dessinateur, c'est un grand artiste. Et vous préférez quoi? Plus écrire des livres, plus écrire des scénarios? C'est pas du tout la même chose, donc c'est complémentaire. Donc j'aime vraiment faire tout ça. Tant que c'est en fait écrire, ça me plaît. Est-ce qu'il y a la même liberté justement quand on écrit un scénario? Il y a des contraintes, non? D'autres de contraintes? Ouais, c'est pas du tout la même chose. Quand on écrit un livre, on est seul maître à bord. Quand on écrit un scénario, il est après relu par le réalisateur, le producteur, le diffuseur, les acteurs et tout le monde met son grain de sel. Ce qui fait que le produit de départ est rarement le même que le produit à l'arrivée. Vous avez plus la main. Moi j'ai vu Carly Ferry en médiateur, fait du livre, m'expliquer qu'il avait laissé, il faisait plus rien après. Il avait laissé la main, quoi. Il n'y avait plus la main du tout, quoi. Oui, et c'est normal parce qu'en fin de compte, le livre on l'a déjà écrit, notre voix on l'a déjà donnée. Donc si on veut que ce soit adapté en image, il faut laisser la place à celui qui va donner sa voix à l'image. Et si on parasite son travail et qu'on lui dit bah non, j'ai pas écrit ça, j'ai pas fait ça, alors en fait on va revoir à l'écran la même chose qu'il y a dans le livre et c'est pas du tout intéressant. Là on est dans la région stéphanoise. Est-ce que ça vous donnerait envie de situer une histoire dans cette région? Même si vous aimez pas trop le foot. Ouais, non pas spécialement. Non, pas du tout même. Parce que les territoires finalement ils ont de l'importance dans les histoires. Ouais, mais en fait je vais laisser à un Stéphanois qui a son cœur dans la pierre, qui a son cœur dans la ville, raconter Saint-Étienne. Moi, j'en suis incapable parce que Saint-Étienne ne m'appartient pas. Moi, je peux écrire sur Paris, je peux écrire sur la banlieue, je peux écrire sur mon Aveyron. Mais je pense qu'il faut du cœur pour écrire sur une ville. Il ne faut pas aller voler, ce qui ne nous appartient pas. Quand il y a des jeunes auteurs qui me demandent, qui me disent voilà, je vais écrire un bouquin, je vais écrire sur ça, je leur dis à chaque fois non mais est-ce que c'est ton histoire? Parce qu'au début, il faut d'abord raconter ce qu'on a dans le ventre. Et moi, Saint-Étienne, je suis venu 3 fois pour le salon, donc voilà, j'ai pas le cœur à écrire sur cette ville encore. La course des prix littéraires, vous êtes dedans? Ouais. Vous avez des choses, je crois que vous avez gagné un petit peu. Ouais. Quel prix vous avez gagné? J'ai vu sur les réseaux. J'ai gagné le prix Saint-Exupéry et je suis encore en lice pour le concours des étudiants, le concours des lycéens, le Renaudot des lycéens,
Pour Interallié aussi, Jean Giono, Malraux, voilà, il y a plein de trucs qui arrivent. Mais moi je fais en sorte de ne pas regarder ça parce que... Que des belles choses si ça marche. Ouais, voilà, mais c'est très stressant surtout. Donc moi je préfère me focaliser sur les lecteurs, les lectrices et les rencontres qu'on va faire. Et s'il y a quelque chose qui tombe, c'est merveilleux, quoi. Et vous avez surtout un public de fidèles qui vous suit, qui revient et il grossit, il grossit, il grossit. Ouais. Merci Olivier Norek, merci à vous. Merci pour le temps que vous avez pris pour nous. Merci à vous. Bonjour Monsieur Besson. Bonjour. Bon, bravo pour votre rôle de parrain. C'est la première fois que vous êtes parrain d'une fête de livres? Alors c'est pas la première fois que je suis parrain d'un fête de livres parce que je commence à être un vieil écrivain maintenant, c'est pour ça donc le privilège de l'âge. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être le parrain de cette fête parce que les choses se passent extrêmement bien, les gens sont très généreux, très bienveillants, ils viennent en nombre. Donc voilà. Et je vois que vous avez tout vendu. J'ai tout vendu. Il y a plus de... Ah oui, il y a beaucoup de livres qui sont maintenant manquants. Oui. Bon, j'ai été très ému vendredi soir à la soirée de remise des prix pour le spectacle, la lecture de ce que vous avez fait, enfin de votre œuvre par ce jeune artiste, comédien. Et vous avez eu des émotions? Oui, c'est très émouvant. Alors c'est toujours très déconcertant d'entendre son propre texte lu par quelqu'un d'autre, évidemment, parce qu'on n'y est pas préparé, parce que nous on l'a écrit avec notre voix intérieure, donc il est oralisé par quelqu'un d'autre, c'est toujours compliqué. Et puis là c'est vraiment un très jeune homme, parce que Sacha il a 15 ans et demi, donc voilà. Mais je trouve que sa lecture était, même dans sa maladresse, très très émouvante, bouleversante, et il y avait une espèce de vérité, d'authenticité, de sincérité formidable. Le musicien et le monsieur qui faisait les dessins sur scène, c'était très rythmé. Un très beau dispositif scénique, et je crois que le public a beaucoup aimé aussi ça, donc c'était un moment suspendu, donc c'était très beau. C'est vrai, un moment suspendu, c'est vraiment le mot. Votre dernier ouvrage, il porte sur quoi? Alors Un soir d'été, ça raconte justement ce temps-là de l'adolescence. On est une bande de jeunes qui se réunit dans l'île de Ré, parce que c'est ma géographie intime. Moi je suis né en Charente et j'ai passé tous les étés de mon enfance dans l'île de Ré et tous ceux de mon adolescence là-bas, et donc je retrouve mes copains de toujours, et ça doit être un été comme tous les autres. On a 18 ans et donc on profite de la vie. Voilà, on a pour objectif d'aller à la plage l'après-midi, d'aller boire des bières le soir et de finir en boîte de nuit, vous voyez, danser sur Peter et Sloan, Besoin de rien, envie de toi. C'est ce qu'on a entendu. Voilà, sauf que cet été-là, il va arriver un événement imprévu, un drame qui va changer complètement la donne et qui va nous précipiter dans l'âge adulte. Donc c'est à la fois un roman sur l'insouciance et sur la perte de l'insouciance, précisément. Vous êtes sur la course des prix littéraires en ce moment? Moi non, parce que mes livres sortent en janvier. Ah oui, c'est vrai, c'est en janvier. Tranquille, moi, je regarde mes camarades dans la course, notamment Abdelataya, avec qui j'ai fait un débat hier, qui est sur la liste du Goncourt, encore la deuxième liste du Goncourt. Mais moi, je regarde ça avec beaucoup de distance. Peut-être une idée pour votre éditeur pour changer la sortie? Non, parce que justement, j'ai beaucoup de respect pour les prix littéraires, mais je trouve que du coup, beaucoup de livres sont lus à cette aune-là, à l'aune de peut-il avoir le prix Goncourt. Et en fait, on a envie de dire, lisez d'abord les livres pour ce qu'ils sont, plutôt que pour leur chance de victoire dans un prix. Pour ce qu'il y a dedans. Et voilà, ça change un peu, je trouve, le prisme de lecture. Donc voilà, autant lire les choses autrement. Vous êtes parrain de cette fête du livre, ça représente quoi pour vous d'être parrain de la fête du livre de Saint-Étienne en plus? D'abord c'est un honneur quand même, c'est plutôt sympathique et un privilège, je le prends comme tel. Ça m'a fait plaisir quand on me l'a proposé, j'ai dit oui spontanément. Et puis alors voilà, ça suppose d'abord d'être présent beaucoup, d'être auprès des gens parce qu'ils attendent votre présence et moi je le fais bien volontiers. Et d'aller aussi à la rencontre de mes camarades auteurs et de tous les libraires qui sont là. Des bénévoles aussi, parce que cette fête, elle ne marcherait pas sans l'appui et le soutien et le concours des bénévoles. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aller à la rencontre de ceux qui font que ça marche. Ça vous confère une mission différente d'autres fêtes du livre où vous êtes présent? Oui, parce qu'on est un peu moins insouciant, en tout cas on sent une responsabilité différente, donc là le reste du temps on vient un peu comme ça. Là non, je me sens un rôle on va dire. Et est-ce qu'entre les différentes fêtes du livre que vous faites, les messages de vos lecteurs sont différents? Alors, il y a des choses qui se répètent évidemment de fête en fête, parce que les lecteurs ils se ressemblent aussi, parce que en fait ce qui est très émouvant, c'est qu'en fait les lecteurs ont lu un livre et ils ont reconnu une part de leur intimité dans ce livre et donc ils viennent parler d'eux, de leur propre intimité. C'est vrai. Vous êtes un confesseur. Et moi je suis un peu un confesseur, donc ça va. Mais disons qu'ici il y a une particularité, c'est qu'il y a une incroyable générosité, on m'avait prévenu, mais bon, et une grande bienveillance, les gens sont curieux. Ils sont aussi curieux précisément des livres qu'ils n'ont pas lus. C'est-à-dire que parce que d'habitude il y a une grande proportion de fidèles, et là il y a aussi une grande proportion de gens qui ne m'avaient jamais lu et qui me découvrent, et donc ça me fait plaisir. Et vous avez pu visiter un peu Saint-Étienne, vous avez pu tourner? J'ai pas eu le temps, c'est ça. Alors ça c'est le défaut d'être parrain ou président, c'est qu'effectivement on n'a pas de temps pour soi et pas de temps pour la ville. Il faut rester le lundi. Voilà, il faut rester le lundi, exactement. Peut-être un problème de train. Hein. Oui, c'est ça, il paraît qu'il y a quelques soucis de train, oui. Merci à vous Philippe Besson. Merci beaucoup. J'ai une dernière chose à rajouter avant de vous libérer. J'ai une amie très proche qui m'a dit, si tu vois Philippe Besson, je l'adore, fais-lui une bise de ma part. Oui. Et
comme je ne veux pas vous faire la bise, je vous serre juste la main. D'accord, ok, très bien. Alors merci Célérise en retour. Voilà, Vous avez le droit. merci Ok, beaucoup. Merci. Merci à vous. Charles-Éric, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici de passage sur la fête du livre de Saint-Étienne pour parler d'un spectacle à tous ces visiteurs qui viennent chercher des livres. Vous venez parler d'un spectacle qui s'intitule Bestiaux. J'ai qu'une question, Bestiaux c'est quoi? Bestiaux, c'est l'histoire de deux destins, deux anciens footballeurs de l'Est Saint-Étienne qui étaient en 98. Et c'est une autre histoire, c'est une autre épopée d'une certaine manière. 98 ou 76? 98. C'est-à-dire qu'il y en a un, en fait, c'est Yann Sinéguel. On le connaît, mais on c'est connaît le son fils, papa. alors. Et c'est le fils. D'accord. C'est le fils Sinéguel. Et ça raconte, ils ont fait pas les meilleures années, mais surtout, ils se sont rencontrés, c'est une histoire d'amitié, dans le fond. Et comment on passe d'une histoire vraie, d'une histoire réelle, à quelque chose que l'on joue sur scène? Ça a été un boulot, c'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui m'ont fait la commande d'écriture. Et il y en a un, il m'a écrit, et l'autre, il m'a parlé. Et ça a donné un texte, ça a donné d'une certaine manière un poème. Mais il y en a un, Yann Sinéguel en l'occurrence aujourd'hui, qui est devenu aussi musicien et poète. Donc tout ça, ça se chante aussi. Ça se fait dans une sorte de... C'est un spectacle qui parle uniquement de football ou il y a d'autres choses? C'est le prétexte de football. Ça parle un match du 18 avril 98 où Yann met un but venu d'ailleurs. Mais c'est le prétexte pour raconter finalement comment ne pas gagner. Ça ne veut pas forcément dire perdre. Je pensais que quand on ne gagnait pas et qu'on perdait pas, c'était un match nul. Pas du tout. En fait, ce qui est important dans la vie, c'est la vie. Mais on se rend compte finalement, le but dans la vie, c'est pas forcément de le mettre. Ce spectacle, il se joue et pour combien de temps? Ça joue au Choc Théâtre avec une représentation spéciale lundi à la brasserie de la SS. On est à une semaine, on joue ce soir, demain à 17h, lundi, mardi 20h et vendredi prochain aussi. Et c'est un spectacle qui va voyager, qui va circuler dans la Loire. Comment ça se précise les dates qui viennent? Alors on espère, on va faire une représentation aussi à Saint-Paul-en-Jarret pour les Galochades jeudi prochain. Et puis oui, on espère bien en fait pouvoir le tourner et raconter cette histoire-là un peu partout. Ça veut dire que vous avez écrit le spectacle et vous êtes le producteur également? Alors non, je ne suis pas le producteur, on est aidé en fait par quelques mécènes dont nos trois principaux mécènes, c'est Évolution 42, Pierre-Olivier et fils, et puis Garage Julien Automobile, et qui nous permettent d'exister. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un spectateur lambda qui ne connaît pas le spectacle, qui tombe sur votre flyer et qui hésite à aller vous voir? Qu'est-ce que ce serait qui ferait que vous l'offriez franchir le pas? Je dirais que ça parle surtout de passion en fait. Que ce soit la passion du théâtre, que ce soit la passion du football, que ce soit la littérature, que ce soit la passion de la musique. Il faut parler en fait de cette chose d'y croire et qu'on se retrouve avec l'esprit vert. On peut avoir l'esprit vert sans aimer le foot. C'est quoi l'esprit vert? C'est être une équipe. C'est être écolo? C'est rester une équipe, quoi. L'esprit d'équipe finalement. C'est fantastique l'esprit d'équipe. Hein. On parle de ça. Moi je l'ai connu réellement 2 fois. Je l'ai connu en classe foot et je l'ai connu à l'armée. Il y a quelque chose de ça, c'est quelque chose de tellement fort que c'est difficile à retranscrire. Là au théâtre c'est pareil, hein. On est une troupe, on est aussi avec cet esprit d'équipe. Ça vient raconter ça, ouais. Donc Bestiaux? Bestiaux. Et donc au théâtre Choc. Hein. Au Choc Théâtre, encore ce soir, demain. Et lundi, mardi, vendredi prochain, on a les infos. Un site, quelque chose, une page Facebook pour aller chercher des infos? Absolument, bestiaux.fr, simple. Eh bien très bien. Bestiaux.fr avec un X à la fin. Charles-Éric, merci beaucoup. Merci. Bon spectacle. Bah ouais. Et puis j'ai envie de vous dire, à marquer plein de buts finalement, parce qu'on est dans le foot. Le seul truc à dire à la fin, c'est simple, ça paraît banal, mais c'est aller les verts. On va dire aller les verts alors.